Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Passation de pouvoir à la tête de l'Union africaine. Le président comorien Azali Assoumani a succédé à son homologue sénégalais Macky Sall lors du 36e sommet de l'UA, une première pour l'Union des Comores. Le bilan de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, organisée en Éthiopie. Conférence durant laquelle les participants ont salué les efforts du Maroc dans la lutte contre le changement climatique. Et puis, tensions socio-politiques en Guinée. Les autorités de transition ont menacé les partis politiques de sanctions après des altercations survenues entre les forces de l'ordre et des groupes mobiles. Les détails à suivre dans ce journal. C'est une première pour les Comores lors du 36e sommet de l'Union africaine qui s'est clôturé ce 19 février en Éthiopie. L'archipel de l'océan Indien a succédé au Sénégal à la présidence tournante de l'instance. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a ainsi passé le flambeau à son homologue comorien Azali Assoumani. Si cette passation de pouvoir est perçue comme une véritable opportunité pour les Comores, elle est aussi synonyme de multiples chantiers. Les détails avec Eugène Chema. Une grande première. L'Union des Comores, à travers Azali Assoumani, assume pour la première fois la présidence de l'Union africaine, une responsabilité importante d'une durée d'1 an où le président comorien sera à tous les rendez-vous importants où il faudra faire entendre la voix de l'Afrique. Le mandat du dirigeant de l'archipel d'Afrique de l'Est à la tête de l'organisation panafricaine s'achèvera en 2024, année de la présidentielle aux Comores, qui devrait voir à nouveau M. Assoumani présenter sa candidature selon le vœu de son parti, la Convention pour le renouveau des Comores CRC. Le président Azali Assoumani se félicite de plusieurs actions positives menées en qualité de chef d'État. Quand on voit des pays après 60 ans d'indépendance qui font ces chutes-là, nous on doit faire attention. On ne doit pas dire qu'on a gagné, au contraire, on doit veiller, on doit faire en sorte que les jeunes qui arrivent, effectivement, ils sachent que la paix et la sécurité, la démocratie, l'état de droit, ça, c'est l'avenir du pays. Le mandat à la tête de l'Union africaine donne l'opportunité au président de l'Union des Comores de faire rayonner son pays sur la scène internationale. En termes d'enjeux pour le continent, le président Azali Assoumani poursuivra l'opérationnalisation effective de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, les transitions en cours en Afrique de l'Ouest et au Tchad, le processus de paix entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré, la libre circulation des personnes et des biens, la crise sécuritaire à l'est de la RDC, la gestion des effets du conflit russo-ukrainien en particulier sur les produits de grande consommation et l'impact sur la cherté de la vie. Le président Azali Assoumani a sa méthode pour gérer ces défis après le mandat du président sénégalais Macky Sall. Il ne sera pas facile de lui succéder, mais je ferai de mon mieux pour poursuivre son œuvre. Et entre autres, en privilégiant, comme il a toujours su le faire, le dialogue, l'écoute, le rassemblement, conditions indispensables pour faire de ce mandat celui du succès de notre continent. Ancien militaire élu chef d'État en avril 2002 après avoir géré un processus de réconciliation nationale pendant 3 ans, Azali Assoumani a achevé son mandat en 2006 avant de se représenter à nouveau avec succès en 2016. L'Union des Comores, sous le leadership du président Azali Assoumani, a officiellement enregistré de bons résultats économiques ces 3 dernières années. Le taux de croissance du PIB a varié de 1,8% en 2019 à 3,5% en 2022. En décembre 2022, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Azali Assoumani relevait que les Comores étaient passés de la catégorie de pays les moins avancés à celle du groupe des pays à revenus intermédiaires grâce à des réformes qui se poursuivent. Et après une année passée à la tête de l'Union africaine, l'heure est donc au bilan pour le président sénégalais Macky Sall. Au cours de son mandat, le chef de l'État a dû faire face à de nombreux défis, notamment alimentaires et sécuritaires. Lors du 36e sommet de l'UA, il a donc appelé les dirigeants africains à mettre en œuvre les engagements du sommet extraordinaire de Malabo, un sommet tenu en mai 2022 et axé entre autres sur les questions humanitaires et la lutte contre le terrorisme. Corinne Kamsefehem.
Parti d'une Afrique des problèmes pour une Afrique des solutions, c'est le vœu formulé par le président sénégalais Macky Sall, qui a cédé la présidence de l'Union africaine à son homologue de l'Union des Comores, le président Azali Assoumani, à l'ouverture des travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ce 18 février à Addis Abeba en Éthiopie. Le président sortant a insisté sur la nécessité de poursuivre le chantier de la pacification du continent, suivant les orientations du sommet de Malabo tenu en mai 2022. J'appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022, à savoir rendre opérationnelle la force africaine en attente, créer une unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre le terrorisme. La quête de l'autosuffisance alimentaire figure en bonne place des challenges du président Macky Sall, qui, pendant son mandat à la tête de l'Union africaine, a porté un important plaidoyer pour cette cause. D'un côté, il a œuvré pour garantir au continent un approvisionnement en produits céréaliers et fertilisants conséquent, et ce, aux conditions normales du marché mondial. Il a par ailleurs participé à la mise sur pied de plateformes importantes sur la souveraineté alimentaire, comme la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 et plus récemment la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience adoptée au terme des travaux du sommet Dakar 2. Je remercie vivement notre frère, le président Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour l'enthousiasme et le leadership avec lesquels il continue de mobiliser la BAD pour aider à libérer le potentiel agricole du continent et mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Les excellents résultats de Dakar 2 en témoignent. Je suis sûr que nous pouvons compter sur lui pour la mobilisation effective des financements annoncés. Pour le président Macky Sall, le salut de l'Afrique passe également par un repositionnement stratégique dans la gouvernance politique et économique mondiale. Le combat pour l'intégration de l'Afrique dans le G20 ainsi que la mise en application de l'initiative de cette institution sur la suspension du service de la dette et la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux, le défi d'une transition énergétique juste et équitable sur le continent étant quelques préalables nécessaires pour des relations décomplexées entre l'Afrique et ses multiples partenaires. L'actualité nous emmène également au Niger où des centrales syndicales ont uni leur voix pour demander le départ des troupes étrangères du pays. Elles sont au total 14 à s'être mobilisées pour former le cadre Unité d'action syndicale du Niger. Dans une déclaration publiée le 18 février, elles ont dénoncé, je cite, les exactions commises sur les populations civiles et militaires par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endeuiller le pays. Les centrales syndicales ont notamment fait référence à l'attaque du 10 février perpétrée par des hommes armés, attaque qui a visé un convoi de l'armée nigérienne à Bani Bangou dans la région de Tillabéri au sud-ouest. Bilan de cette offensive, au moins 17 militaires tués selon l'armée. D'après l'unité, ce nouveau drame alimente le débat sur la présence des troupes militaires étrangères sur le sol nigérien. Retour à présent sur la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel qui s'est tenue le 17 février à Addis Abeba. Bilan de ce rendez-vous, l'engagement des autorités marocaines en matière de lutte contre le changement climatique a été salué. Présent à cet événement, le Premier ministre Aziz Akhnouch est notamment revenu sur la mise en place du Fonds climat pour le Sahel. Corinne Kamsoyeone et Ruth Musi. La deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS, qui s'est tenue le 17 février à Addis Abeba en Éthiopie, annonce des avancées remarquables vers l'opérationnalisation de cet instrument de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. L'action du Maroc à la base de cette initiative ne passe pas inaperçue. En 2019, le royaume chérifien avait annoncé qu'il prenait en charge les études de faisabilité pour finaliser le plan d'investissement climat de cette commission. Les travaux d'Addis Abeba auxquels a pris part Aziz Akhnouch, Premier ministre du royaume du Maroc et représentant du roi Mohamed VI, mettent un point d'honneur sur ces étapes franchies. Comme nous l'avions annoncé dans notre discours,
Lors de notre dernière conférence de la Commission Climat pour la région du Sahel, le Maroc a honoré ses engagements en apportant à la Commission son appui en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et de soutien financier pour l'élaboration des études de faisabilité afin qu'il finalise son plan d'investissement climatique. Constant dans son engagement, le Royaume assure d'ores et déjà l'assistance technique nécessaire aux actions de la Commission et il œuvre avec la même détermination pour mener à terme sa feuille de route. Le fonds dont il est question devrait recevoir dès cette année 2023 $2 milliards sur les 5 premières années de première capitalisation, dont 10% auprès des 18 pays membres. À côté du renforcement des capacités des pays membres, les fonds vont surtout servir à financer des projets climatiques régionaux et nationaux, alors que les perspectives de la menace climatique sont de plus en plus alarmantes. D'ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres. Selon les estimations, dans la sous-région du G5 Sahel, la pauvreté pourrait frapper 13,5 millions de personnes supplémentaires d'ici 2050. De surcroît, en dépit de ce bilan alarmant jusqu'en 2020, notre continent n'a reçu que 12% du financement du climat mondial. C'est la déclaration des chefs d'État africains lors du sommet africain de l'action en faveur d'une coémergence continentale organisée à l'initiative par le roi Mohamed VI du Maroc, à l'image de la COP22 qui donne naissance à la Commission climat de la région du Sahel, CCRS, ainsi qu'à 2 autres commissions climatiques régionales. À travers cette déclaration, les dirigeants africains ont confirmé leur volonté d'œuvrer collectivement et solidairement pour une Afrique résiliente au changement climatique. Les travaux d'Addis Abeba, tenus en marge du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine, étaient présidés par le président de la CCRS, le président du Niger, Mohamed Bazoum. Dans l'actualité également, l'enrôlement des électeurs retardé dans le territoire de Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Alors que l'opération devait initialement débuter en décembre dernier, elle a finalement été repoussée au 16 février. Mais la Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas pu démarrer ses tâches. En cause, la situation sécuritaire. Un conflit a éclaté entre les communautés Téké et Yaka. Pour sécuriser ce processus, le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, a affirmé que des pourparlers sont en cours avec les autorités locales. La même source a par ailleurs affirmé être en attente d'indications de la part du gouvernement pour que cette opération d'enrôlement électoral puisse avoir lieu dans le territoire de Kwamouth. En Guinée, les autorités de transition haussent le ton après les tensions survenues dans la banlieue de Conakry. Les 15 et 16 février, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des groupes mobiles. Confrontations durant lesquelles 2 jeunes ont été tués par balle. Au lendemain de ces troubles, la junte a menacé les partis politiques de sanctions, parmi lesquels un retrait de leurs agréments. Philométine. En Guinée, des organisations politiques et sociales pourraient subir des sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leurs agréments. Cette décision de la junte au pouvoir fait suite aux heurts intervenus le 16 février 2023 dans la banlieue de Conakry, la capitale. Le ministère de l'administration territoriale a indiqué que les responsabilités pénales seront établies à la suite des procédures judiciaires par les autorités compétentes. Cette menace, elle était là depuis le début parce qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur le CNRD de vouloir dissoudre les forces politiques les plus représentatives, à savoir l'UFDJ de Cellou Dalein Diallo. Donc je pense que ce sera une décision extrême. Le CNRD doit éviter aujourd'hui de verser dans des positions radicales parce que la radicalisation n'est pas de nature aujourd'hui à favoriser certainement une transition apaisée. C'est à la junte aujourd'hui d'œuvrer surtout qu'elle le dit et ne cesse de le clamer, qu'elle ne prendra pas part aux futures élections et qu'elle n'aura aucun candidat.
Le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, avait appelé à une marche pacifique pour réclamer la libération de ces 3 responsables et de tous les autres prisonniers politiques, ainsi qu'un retour rapide des civils au pouvoir. Cette manifestation non autorisée a fini en une violente confrontation entre forces de sécurité et protestataires. Selon le FNDC, au moins 2 personnes ont perdu la vie, 58 blessés par balle, au moment où le gouvernement de transition guinéen fait état d'un bilan de 28 blessés, dont 20 agents des forces de l'ordre. Aller sur ces extrêmes risque de mettre le pays dans des positions radicales très compliquées. Et je pense que le colonel a tout intérêt aujourd'hui de rappeler son propre camp à l'ordre. Il n'y a pas ce besoin de dissoudre un parti politique. Cette transition ne doit pas tomber dans ce piège des faucons de l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya. La suspension de ces partis en Guinée vient s'ajouter à l'interdiction des manifestations décrétée par la junte en 2022 et la dissolution du FNDC. Selon des observateurs, ces événements pourraient détériorer la situation politique dans ce pays en crise depuis plus d'une décennie. Nous partons à présent au Tchad à la découverte d'un instrument de musique propre aux éleveurs nomades. Il s'agit du kirding, une guitare fréquemment utilisée lors de cérémonies. Un instrument que l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad entend promouvoir davantage. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Dénommé kirding, cette guitare artisanale ancestrale est un instrument de musique très important pour les nomades tchadiens. Joué souvent pendant les événements heureux comme les mariages, cet instrument sert aussi à remonter le moral des éleveurs après une rude journée de transhumance. Les jeunes nomades jouent la guitare kirding soit pour exprimer leurs souhaits, soit pour faire l'éloge de leurs bêtes après les durs labeurs. La DEPSET, l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, compte promouvoir cet outil sur l'étendue du territoire. Une guitare qui est propre aux éleveurs, qu'elle s'appelle kirding, jargon communément appelé chez nous. C'est une guitare qui date de nuit des temps, qui a été créée par le génie créateur de nos ancêtres depuis 500 ans, 600 ans. Pour l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, la guitare kirding est un outil culturel mais aussi thérapeutique et psychologique de la communauté nomade du Tchad. Elle entend promouvoir au niveau national cet instrument mystique qui se perpétue de génération en génération au sein des sociétés nomades très conservatrices des valeurs ancestrales. La vie de l'éleveur, comme vous le savez, c'est dur. Toute la journée, il est derrière ses bétails. Voilà, il cherche le meilleur endroit pour paître ses bétails. Et puis le soir, quand il est rentré, il est tout fatigué et démoralisé. Maintenant, c'est avec cette guitare-là qu'il remonte son moral. Il joue, dès qu'il vient, il boit l'eau, il se repose un peu, il prend s'il a un verre de thé, il prend. Et puis voilà, il joue à cette guitare-là qui lui permet de remonter son moral et se mettre dans son état. Fabriquée à base de bois et de fil en aluminium, cette guitare est très répandue dans les communautés nomades du Tchad, qui sont majoritairement des éleveurs, dont les activités pastorales contribuent à plus de 30% du produit intérieur brut du pays. Pour rappel, le Tchad compte plus de 110 millions de têtes de bétail, dont les principaux acteurs de ces filières sont des nomades. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.